Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager comment j'ai fait 416 000 euros la première année d'apport d'affaires avec un TGM à 630 euros. Je vous ai mis un screenshot de ma comptabilité sur Penny Lane et je vais vous montrer étape par étape, si vous êtes aussi freelance IT, comment vous pouvez faire pareil et arriver à doubler votre TGM en 90 jours. Et si, quand je vous parle, ça vous paraît complètement utopique, je vais vous partager 3 screenshots qui vont vous montrer que c'est réel. Je suis passé de 630 euros en février 2022, 11 fois 630 euros sur ma facture de 2022 en février, à avril 2022, 21 jours à 2500 euros et à mai 2022, 3411,45 euros pour 22 jours de prestations. Donc, on voit vraiment l'évolution. En 90 jours, c'est complètement possible. Et je vais vous détailler dans cette vidéo exactement comment est-ce qu'il faut faire, toutes mes techniques. Je vous assure que si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous saurez exactement quoi implémenter à partir de demain. L'objectif, c'est de faire x2 sur son TGM. Peut-être à ce moment de la vidéo, ça vous paraît utopique. Je vous assure que dans 20 minutes, il n'y aura plus rien à voir. Très concrètement, vous vous dites peut-être si vous êtes freelance IT dans des grands groupes que vous êtes bloqué, que le TGM n'y vole plus, qu'il y a une sorte de plafond de verre, que vous n'arrivez pas à faire d'apport d'affaires ou très peu ou ça paye pas ou etc. Et qu'il est difficile de trouver des missions en 2026. Pour moi, il y a 4 grands problèmes derrière ça. Le premier problème, c'est que les ESN et les clients finaux vont faire peut-être pas confiance. Vous avez peut-être aussi un problème de lead. On parle beaucoup d'opportunités off-market, on-market. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la qualité des leads, des opportunités de mission sont très, très importantes. Vous avez peut-être aussi un problème de décision. On ne vous répond pas. Voilà, ça reste un peu dans le vague, les opportunités. Pas de réponse des ESN, pas de réponse des clients finaux. Et puis, un problème de TGM avec ces plafonds de verre. Et ça crée 3 situations. La première, c'est que vous vous sentez invisible. La deuxième, c'est que vous épuisez mentalement. Et la troisième, c'est que vous perdez en crédibilité. Et ça, c'est inacceptable. Et je vous assure que vous pouvez changer ça radicalement en quelques jours. La grosse nuance pour moi, c'est que la plupart des freelances, peut-être 99% d'entre nous, se considèrent comme des prestataires, des gens qui sont là pour réaliser des missions. Faire une mission, comme on dit couramment. Ma vision, c'est un peu différent. Je pense qu'un bon freelance, c'est quelqu'un qui est à la fois très bon pour réaliser une mission, qui met en avant son expertise sur sa mission, mais qui utilise aussi cette expertise pour évaluer d'autres personnes et du coup faire de l'apport d'affaires. C'est ce qu'on appelle du master freelancing. Peut-être certains d'entre vous connaissent aussi le terme hyper freelancing. Hyper freelancing, ça n'a rien à voir, c'est le fait de cumuler plusieurs missions ou de vendre au forfait. Le master freelancing, c'est cumuler une mission avec de l'apport d'affaires. Il n'y a pas besoin d'être le plus expert, il n'y a pas besoin d'être le plus technique, il n'y a pas besoin d'être le plus commercial, surtout pas, au contraire. Il n'y a pas besoin d'être le plus expérimenté. En fait, il faut simplement connaître sa valeur, savoir comment la communiquer et utiliser un système d'apport d'affaires. La différence entre un freelance basique, entre guillemets, et un master freelance, c'est que assez rapidement, quand on est freelance classique, on atteint un plafond de verre. On se retrouve en difficulté dès qu'on a des intercontrats. On a un statut un peu passif par rapport aux opportunités. Ce sont souvent les opportunités qui viennent à nous sans qu'on ait tellement de contrôle dessus. On n'a qu'une seule source de revenus et du coup, on a un risque important sur sa situation parce que dès qu'on n'a plus de mission, c'est la galère et une stagnation. Et c'est souvent le cas même des gens assez seniors dans la profession qui n'ont pas mis en place de système d'apport d'affaires. Un master freelance, il peut scaler très facilement. On a vu mes chiffres tout à l'heure et clairement, c'est rien d'exceptionnel. Ça permet de ne pas avoir d'intercontrat parce que vous parlez en live avec des clients finaux, avec des gens sur votre niche, donc vous savez exactement là où il y a des opportunités à un moment donné. Ça vous donne aussi un statut d'actif, c'est vous qui allez chercher des opportunités et ça multiplie vos sources de revenus. Ça donne du coup plus de prédictibilité et plus de croissance. Je vais prendre un exemple pour bien comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui dans les ESN. En fait, la face cachée des ESN, le secret que vous n'avez pas beaucoup de commerciaux. On va prendre une ESN moyenne qui est entre 500 et 2000 personnes et un très bon commercial qui est dans le top 15% de son marché. Tous les jours, il va passer des calls, il va passer des appels pour essayer de décrocher des rendez-vous auprès de clients finaux. 100 appels par jour, du coup, ça fait 500 appels par semaine. Sur ces 500 appels par semaine, il va prendre 10 rendez-vous parce que les clients finaux en ont marre d'être appelés tous les jours par les commerciaux de SN. Sur ces 10 rendez-vous, en moyenne, il va avoir 7 besoins, ce qui peut paraître pas mal, mais sauf qu'il y a des besoins qui ne correspondent pas forcément à ce qu'il sait faire. Soit il ne sait pas les traiter, soit il n'a pas de consultant en face à placer. Et du coup, la réalité derrière ça, c'est qu'il va faire une seule présentation en moyenne sur 7 besoins. Et sur cette présentation, il va avoir un taux de closing de, en moyenne, 0,25%, un deal sur 4. Ce qui fait que, en moyenne, et c'est pour ça que cette stat est assez connue, un commercial de SN plutôt bon réalise un seul placement par mois
pour 2000 appels générés. Et là, en fait, on se rend bien compte que si on fait de l'apport d'affaires, comme on le voit un petit peu autour de nous, sans système, et qu'on réplique ces modèles-là, déjà, c'est super chiant. Mais en plus, c'est impossible de faire ça en parallèle d'une mission. Et quand on regarde nos datas, c'est très important. Ça veut dire que un commercial de SN, il close environ 3,5% des besoins qu'il reçoit, ce qui est extrêmement faible. En plus, il a passé beaucoup d'appels avant pour avoir ces besoins-là. Alors que quand je regarde mes statistiques, moi, et ceux de Master Freelance, donc les freelances que j'ai accompagnés, on est autour de 16,1% de tous les besoins qui rentrent qui sont closés. Donc ça n'a rien à voir. Il y a plein de raisons à ça. D'abord, nous, on travaille beaucoup par niche, ce qui n'est pas le cas d'une ESN. On a des brandings qui sont orientés à port d'affaires, ce qui n'est pas le cas des ESN. On a des expertises bien spécifiques, ce qui n'est pas le cas des ESN. On a des systèmes d'acquisition, ce qui n'est pas le cas des ESN. Et aussi, on a des très gros collectifs de freelance. En moyenne, une personne qui est au sein de Master Freelance a 1000 personnes sur son collectif. Et du coup, je vous recommande, avant de faire de l'apport d'affaires, de vous constituer un vivier de 500 à 1000 personnes minimum. C'est relativement facile, on va en parler ensemble tout à l'heure. Je parlais de système tout à l'heure. Le modèle classique, vraiment en épurant le plus possible d'un système d'apport d'affaires, ça ressemble à ça. Vous avez une niche spécifique avec un branding très bien travaillé qui vous permet de développer un réseau de freelance et un réseau de clients. Ces freelances et ces clients, on va les scorer par rapport aux besoins que vous avez et ça va nous permettre de les faire rentrer dans une phase de nurturing, c'est-à-dire d'élevage, si vous voulez, pour être sûr en fait qu'ils ont des opportunités et surtout des opportunités off-market. Off-market, ça veut dire qu'ils ne sont pas travaillés par plus de 5 sociétés, entre 1 et 5 sociétés, grosso modo. Ça va vous donner des besoins et faire des mises en relation qui vont être fructueuses, ce qui va déclencher du coup des deals. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA et de l'automatisation, 90% des actions sont automatisables. Ça, c'est assez génial. Et avec de l'IA ou quelques même Agentix, vous changez complètement en fait la manière dont vous faites ce business-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur ce système, envoyez-moi infra en DM sur LinkedIn ou sur Instagram, comme vous préférez. Je vous mets les liens sous la vidéo. Alors, je vais faire un petit focus sur la partie réseau parce que c'est vraiment, je trouve, le cheval de bataille de tous ceux qui se lancent dans l'apport d'affaires. Et comme mon objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez quoi mettre en place pour faire x2 sur votre TGM, eh ben, on va commencer par là. Il faut savoir que la plupart des gens que je rencontre ont entre 20 et 30 personnes dans leur réseau qui peuvent placer en mission, c'est-à-dire 20 et 30 CV. Et même si vous avez aujourd'hui 100 personnes, vous aurez en moyenne 12% de ces freelances qui sont disponibles à un mois, ce qui est l'objectif quand vous placez des freelances, ce qui fait à peu près du coup 12 personnes. Sur ces 12 freelances disponibles, vous aurez très probablement des rôles différents, des TGM différents, des stacks techniques différents, des lieux de vie différents, des désirs différents. Donc la probabilité d'avoir le bon freelance pour la bonne personne, pour le bon besoin, elle est quasiment nulle. En moyenne, peut-être un freelance en permanence. Et encore. Et en fait, là, on comprend qu'il y a un bottleneck qui est évident. La quantité de freelance que vous avez dans votre réseau est souvent insuffisante. Ma conviction, c'est qu'il faut en moyenne 1000 freelances pour commencer, minimum. Et là, on va voir que ça fait complètement changer d'échelle en fait quand on parle de 1000 freelances. Parce que très concrètement, on va prendre cette hypothèse d'à peu près une trentaine de freelances avec des souhaits différents, etc. Si vous avez 1000 freelances demain pour commencer, ça change du tout au tout. On passe sur un énorme vivier avec en moyenne 120 freelances qui sont disponibles. Et là, vous avez des cas d'or à proposer à vos clients. Je rappelle que ce sont 1000 freelances sur votre niche. Par exemple, si vous êtes dev Java, ce sont que des dev Java. Si vous êtes architecte AWS, que des architectes AWS, etc., etc., etc. Et ça vous permet d'aller chercher en fait la crème de la crème des freelances pour les proposer à votre réseau. Et ça change radicalement la manière de faire de l'apport d'affaires. Si ça vous intéresse de savoir comment est-ce qu'on passe de 30 personnes à 1000 personnes en 30 jours, envoyez-moi réseau en DM, toujours sur LinkedIn et sur Instagram, et je vous partage ça avec très grand plaisir. Ok, maintenant on va parler de la partie branding. Un branding, ça n'a absolument rien à voir avec ce que la plupart des gens font. Un branding, c'est pas un nom, un branding, c'est pas un logo. Un branding, c'est pas non plus le fait d'être reconnu. Beaucoup de gens, en fait, cherchent beaucoup de fame, etc., des likes, des vues, etc. Ça n'a aucun intérêt si votre but, c'est de faire du business. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces vanity métriques de likes, etc., finalement, ça vous apporte juste des gens sans engagement réel. Vous n'avez pas des CV qui tombent, vous n'avez pas d'opportunités qui tombent. Peut-être parce que votre contenu, aujourd'hui, il est orienté pour catcher l'attention des gens, si vous faites du contenu, bien entendu, mais pas pour que les gens pensent comme vous. Et en fait, pour que ce contenu se transforme réellement en cash, il faut arriver à amener les gens à penser comme vous, en partageant des sujets au niveau de votre expertise,
pour que les autres freelances qui sont sur votre niche vous considèrent et du coup vous envoient leur CV, mais surtout aussi pour que les clients comprennent réellement où est-ce que vous voulez en venir, ce que vous pouvez apporter et du coup votre réseau de freelance qui sont comme vous. Et c'est ça un bon branding. Alors bien sûr, ça passe aussi par d'autres choses comme l'expérience client, etc. Et ça, c'est indispensable de mettre ça en place. Ça vous permettra de ne pas tomber dans la case de l'opportuniste qui essaie de faire de l'apport d'affaires. Mais vraiment quelqu'un de sérieux, qui a un très beau réseau et qui peut réellement aider les clients finaux. OK, c'est clair. On va passer maintenant sur le volet client parce que beaucoup d'entre vous se posent la question de c'est quoi ce système d'apport d'affaires qui permet d'avoir entre 4 et 8 missions qui tombent dans votre boîte mail et qui sont des missions sur lesquelles vous pouvez faire des deals, faire réellement des apports d'affaires. Avant ça, je vais préciser quelque chose. Je vois beaucoup de gens qui font de l'apport d'affaires avec des ESN ou qui essayent d'en faire avec des plateformes. C'est vraiment une très grosse erreur à mon sens. Pourquoi? Quand vous bossez avec des ESN, vous avez déjà une commission qui est assez faible, de l'ordre de 20 à 50 euros en moyenne de commission. Si vous bossez avec des plateformes, c'est même 5% en général, donc 15 à 30 euros, c'est hyper faible. Avec des clients finaux, vous pouvez aller chercher 100 à 200 euros. Et je parle bien entendu aussi de tous les clients finaux qui sont des grands groupes. Et je vais vous partager dans quelques minutes comment est-ce qu'on fait pour bosser en dehors des référencements. Vous avez aussi un risque de non-paiement qui est très élevé avec les ESN, pour un oui, pour un non. Par exemple, vous faites démarrer un dev Java et 3 mois après, le dev Java passe lead Java. Forcément, il est très bon, vous l'avez recommandé. Et là, le SN vous dit: «Non, mais c'est plus du tout le même profil, donc j'arrête de te payer». Ou elle a une pénalité, elle arrête de vous payer. Ou on a changé de bon de commande, elle arrête de vous payer, et cetera, et cetera, et cetera. Avec les clients finaux, c'est super sécurisé. Vous avez aussi un risque de contournement. Ça veut dire quoi un contournement? 3 fois sur 4, quand j'envoie un CV à une ESN, elle va réutiliser le CV que j'ai envoyé pour un autre besoin une semaine après sans payer de commission. Parce qu'en fait, c'est son mode de fonctionnement. Elle vous appelle pour un besoin. Si le besoin ça ne matche pas, elle réutilise le CV pour plus tard. Avec les plateformes, c'est même devenu un business model. Elles font parfois des fausses annonces pour récupérer des CV. Avec les clients finaux, il n'y a pas de souci là. La visibilité sur les flux financiers. Bah oui, on peut mettre en place des choses pour que vous ayez une visibilité en temps réel des flux financiers. Savoir quand est-ce que vous allez payer en termes d'apport d'affaires, c'est super important. Mais il y a aussi la reconnaissance de vous en tant qu'apporteur. C'est très important parce que si vous êtes via une ESN, vous êtes souvent ignoré. Si vous êtes via une plateforme, c'est complètement formalisé. Donc, vous voyez vraiment rien. Et via un client final, bah, c'est vous qui êtes en front. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains clients finaux peuvent vous rappeler plusieurs fois pour d'autres besoins. Et ça c'est génial. Très concrètement, moi, j'ai des clients chez qui je peux avoir 8 personnes qui sont placées. Donc, ça veut dire que le client m'a appelé une fois, puis une fois d'autres, etc., etc. J'ai même pas eu à prospecter quoi que ce soit. Et ça, c'est assez génial. Ça vous permet aussi de travailler des missions qui sont off-market. Ça veut dire que vous n'avez pas une mission sur laquelle vous avez 30, 50, 100 ESN de positionner. Et du coup, là, l'échange de faire un deal, c'est zéro. Et bien sûr, c'est très scalable. Parce que du coup, non seulement vous gagnez beaucoup d'argent, mais en plus, vous avez peu d'efforts à faire pour avoir des nouveaux besoins de qualité. Et là, ça change tout. Bien, je veux partager maintenant un secret qui est peut-être le secret le plus gardé du domaine des ESN depuis 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait assez peu de freelance, il y avait de plus en plus de ESN et les TGM explosent. C'est souvent cette période assez fastueuse où les patrons de ESN roulent en Porsche et en Ferrari et partagent leur voiture aux clients le week-end. C'est assez génial. En plus, à ce moment-là, les consultants leur coûtent pas très cher, donc c'est la folie. Mais bien sûr, les achats de grands groupes se disent que ça ne peut pas continuer comme ça, donc elles mettent en place des référencements. Et les référencements, du coup, cette panélisation évolue au fur et à mesure et les freelances augmentent en quantité. Donc les ESN continuent de prendre des marges qui sont très importantes, de l'ordre de 25 à 35 sur les freelances. Et commence à arriver, du coup, les free first. Les free first, ce sont des boîtes comme Malte, Comet, Crêpes de la Crème, etc., qui se positionnent vraiment sur les freelances et qui proposent à ses clients finaux des commissions un peu moindres pour porter les freelances chez eux. Mais depuis 5 ans, il y a eu une vraie révolution. Il y a toujours de plus en plus de freelance. Il y a toujours ces plateformes qui prennent, on va dire, 10 à 18 en moyenne sur les freelances. Mais une nouvelle catégorie d'acteurs a été référencée dans les grands groupes qu'on appelle les CAL. C'est une abréviation d'un terme anglais pour la contractualisation et les layers, les coupes intermédiaires, et qui prennent entre 3 et 4 en règle générale. Ça peut même descendre un petit peu moins et ça peut monter jusqu'à 5 dans le seul but d'être l'intermédiaire entre le client final et vous ou le freelance que vous proposez. Et ça change tout parce que du coup, là où une ESN pouvait vous prendre une marge très importante lorsque vous proposez un freelance via elle,
on n'a que 3 à 4 et moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de scaler très fortement. Il faut savoir que sur les 482 plus grandes entreprises qu'on a référencées et que l'on connaît au sein de mon écosystème, il y en a 90 qui ont des CAL au moins un référencé chez eux et vous pouvez bosser sans passer par les référencements grâce à ce système. Bien sûr, c'est valable pour vous en tant que freelance, mais aussi pour tous les freelances que vous allez recommander pour vos activités d'apport d'affaires. C'est vraiment génial. Je vais rentrer dans le détail pour que ce soit bien compris. Si on part d'une hypothèse que le client final paye 820 euros pour le profil, c'est le prix qu'il paye à la fin. On va dire que c'est un tech lead data engineer, ok, un bon profil. C'est pas très cher, 820. Le freelance va toucher 650 euros. Le CAL, ça va être de l'ordre de 25 euros, du coup 3-4% de ces 820 euros. Et la différence entre les deux, ça va être votre commission, 145 euros par jour. Et là, on voit que ça n'a rien à voir avec le fait de bosser via une ESN. En fait, c'est assez génial ce système. Non seulement vous avez les avantages de bosser en direct, la relation, le client qui vous relance sans avoir rien à faire, mais en plus, vous avez des commissions qui sont bien plus importantes. Et cette commission, finalement, ce serait la commission que prendra une ESN si elle portait ce fameux freelance dans les mêmes conditions. Ça ne coûte pas plus cher au client final. Le freelance a exactement le même TGM qu'il aurait eu qu'une ESN, mais c'est vous qui récupérez la commission. Et ça change tout. Parce que très concrètement, 145 euros par jour, ça représente 2 900 euros par mois, ça représente 34 800 euros par an de commission. Et comme une mission dure en moyenne 18 mois et 5 jours, ça représente 53 650 euros pour un seul placement que vous pouvez faire. Et là, ça change tout. Si ça vous intéresse de vraiment plus comprendre comment fonctionnent les CL, etc., envoyez-moi deal en DM, toujours sur LinkedIn ou Instagram. Je mets les liens sous la vidéo. Bien, j'aimerais vous partager encore du coup quelques convictions. Je trouve pas ça choquant de bosser avec des ESN au début. N'hésitez pas. Choisissez bien les ESN parce qu'il y en a qui sont un peu moins sérieuses. Mais je vous conseille sur les phases de croissance d'avoir une pondération un peu différente et dès que vous êtes à maturité, d'avoir davantage de clients finaux pour des raisons de scalabilité, pour des raisons de sécurisation et surtout pour des questions de rémunération. Ça n'a absolument rien à voir et c'est ça qui vous permet de scaler. Bien les gars, je vous ai présenté comment j'ai fait 416 000 euros pour ma première année d'activité d'apport d'affaires et comment vous pouvez faire pareil. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, si vous avez des questions, je vous ai mis un lien pour prendre rendez-vous et on en parle là avec très grand plaisir. Si vous êtes freelance tech au sein de grands comptes, si vous avez, on va dire, à partir de 3 ans d'expérience, si vous êtes déjà freelance, n'hésitez surtout pas parce que c'est vraiment l'opportunité qui va réellement vous permettre de scaler. C'est pas en allant négocier 30 ou 50 euros en plus de votre TJM. Dans le meilleur des cas, si vous n'êtes pas déjà sur votre plafond de verre, que vous allez réellement scaler, là, vous pouvez vraiment changer la donne sur les prochaines années. 2026, 2027 sont probablement les meilleurs potes pour ça parce qu'on est en train d'industrialiser le modèle CIL dans encore plus de grands comptes. Donc, ce serait vraiment une opportunité à ne pas louper si vous êtes freelance. N'hésitez pas. Mon équipe et moi-même, on vous attend pour passer un petit call. À très bientôt. Ciao, ciao.